Bonjour à tous, les Las Vegas Aces sont championnes WNBA pour la troisième fois en 4 ans et on va évidemment parler de ça en long et en large dans le Swish Brunch ce matin avec Flo qui est avec moi. Flo, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. À la fois, on est content d'avoir vécu une fois de plus des playoffs qui ont été pleins de rebondissements. On a des championnes qui sont des très belles championnes. C'était encore une fois une saison hyper intéressante de la WNBA. Et à la fois, on est un peu triste Et parce que ouais, on va de nouveau devoir attendre plusieurs mois avant le retour de cette ligue. Surtout qu'en plus, on aura peut-être l'occasion d'en parler. ouais. Il y a des petites incertitudes de savoir quand, comment ça va pouvoir revenir. C'est toujours très tendu entre les joueuses et le leadership de la ligue. Mais donc voilà, les Las Vegas C6 sont championnes pour la troisième fois en 4 ans. Ça commence à faire une dynastie bien Je pense sérieuse, qu'on cette peut utiliser histoire. le terme de dynastie. On se souviendra de cette période-là et puis on en parlera aussi après. C'est peut-être pas terminé, hein. On n'a pas des, c'est pas, on parle pas de joueuses quadra, hein. Elles peuvent encore prolonger cette dynastie, mais le terme me paraît pas galvaudé pour le coup. Là, trois titres en 4 ans. En tout cas, elle rentre dans la catégorie avec les Comets, avec le Detroit Shock. Enfin voilà, c'était déjà une équipe marquante avec ce qu'elles ont fait ces dernières années. Là, le terme de dynastie n'est pas galvaudé. Déjà 3 titres. On va peut-être, avant de rentrer dans les matchs, déjà, on peut peut-être juste parler. Hum. Déjà 3 titres pour une franchise. Il y en a déjà pas 50 000 qui l'ont fait. Ouais. Il y a 3 franchises qui ont 4 titres. Donc il y a Seattle, il y a Minnesota et Feu, les Comets, Hum. qui en ont 4. Des franchises qui ont 3 titres. Je vais essayer de pas les oublier parce que je les fais de tête. Du coup, il y a Détroit, il y a Hum. Phoenix. Je n'en vois Les pas Sparks en ont d'autres. combien? Les Sparks en ont 3 aussi, t'as raison, Ouais. t'as raison. Les Sparks Sparks en en ont ont 3, 3. 2 avec Lisa Leslie et une avec et un avec Ouais. Candace. Et puis après, toutes les autres franchises sont des franchises qui ont eu un titre. Washington en a eu un. Je Chicago. réfléchis. Chicago 1. Chicago 1. Enfin voilà, Indiana en a eu un. New York 1. Voilà, ouais. New York 1. Donc globalement, voilà. Là, tu viens te mettre dans les franchises qui ont 3 titres. Tu commences à vraiment faire Hum. partie. Voilà. Pour une franchise qui est assez jeune dans sa configuration actuelle, même si bon, avant c'était à Utah et San San Antonio, donc Antonio, en ouais. fait, fondamentalement, la franchise en tant que telle, elle est là quasi depuis le début de la ligue, mais dans sa configuration actuelle à Las Vegas, qui est vraiment ce qui lui a donné son élan actuel. Voilà, donc c'est une franche réussite. On va parler des joueuses juste après. On va quand même du coup commencer par dire qu'il y a un proprio qui était là sur le banc derrière la coach à chaque fois. Ouais. Moi, ça me fait toujours rire comme il n'est pas assis en tribune, il est assis sur le banc à côté de Becky Hammon. On peut penser ce qu'on veut de Mark Davis, hein, si je ne me trompe pas Mark de son Davis, nom. ouais. Mais c'est un gars qui est super impliqué et qui investit beaucoup dans la franchise. Ah, depuis qu'il est là. Euh, dans, je pense qu'une des parts de la réussite de Vegas, c'est aussi l'investissement et le cadre qui a été mis pour ces joueuses. Et c'est quelque chose qui est de nouveau assez important à l'heure actuelle dans le cadre des négociations. Et on le voit, là, ça marche, tout est fait pour que les joueuses soient dans les meilleures conditions. Bravo Becky Hammon, Ah, encore une fois. eh ouais. Parce que cette victoire, on va rappeler, nous, on avait pronostiqué une série serrée quand on avait fait la preview avec Gis. Euh, on avait pronostiqué une victoire de Phoenix, mais parce qu'il fallait bien se projeter. On avait dit aussi, c'est pas pour retourner notre veste, mais on avait dit aussi que la victoire de Vegas était tout aussi probable. Par contre, on voyait pas une victoire aussi large. Non. Mais il faut dire aussi qu'on sortait de demi-finale où on avait d'un côté Phoenix qui avait posé des problèmes à Minnesota qui avait été la meilleure équipe de la régulière. Là où Vegas s'était sorti difficilement d'Indiana, qui était quand même une équipe qui avait eu plus de difficultés tout au long de la saison. Mais ça prouve bien quelque chose aussi, c'est que le basket et les playoffs, c'est une histoire de match-up, Mhm. et qu'une match-up n'est pas l'autre. Et je pense que dans cette match-up-là, il y a une joueuse qui a été un problème insoluble pour Phoenix, et en tout cas Nate Tibbetts n'a pas trouvé la solution, parce que c'est aussi une victoire de coach, je Oui. trouve. On va pouvoir y rentrer. Becky Hammon a gagné son duel, et Nate Tibbetts et le Mercury n'a pas trouvé de solution.
Je pense qu'ils auraient pu essayer certaines choses, mais en tout cas, ils n'ont pas trouvé de solution pour A'ja Wilson, qui finit MVP des finales. Je pense qu'il n'y a aucune discussion. Elle fait des finales absolument monstrueuses. Je sais pas sa ligne de stats, mais elle doit être à 30 points quasi à chaque fois. Moi j'avais sa ligne de stats sur les playoffs qui est déjà incroyable. Hein, et c'est sa meilleure campagne de playoffs statistique, en gros. Hein. Sur 21, les playoffs, 28, 34 et 31, je pense. sur les playoffs, j'ai 26,5 sur cette saison. Sur la campagne. Hein. Et c'est plus 3 points par rapport au dernier titre des Aces il y a 2 ans. Donc elle a quand même augmenté la voilure. Dire bon 3 passes de contre ennemi à 49%. Elle a augmenté son nombre de tentatives sur la ligne aussi. Enfin voilà, c'est pareil, on y reviendra sur elle. Elle a été incroyable. Et c'est évidemment le facteur que n'a pas réussi à maîtriser Phoenix. Et bon, bien malin celui qui peut dire oui, pas de problème, A'ja Wilson n'est pas un souci et on arrivera à la gérer. Mais effectivement, il y a eu que ce soit à cause de limites dans l'effectif ou à cause de limites de choses qui ont été tentées. Nate Tibbetts pour ses premières finales en WNBA. Et aussi quand même tombé, tu le disais, la bataille des coachs. Becky Hammon, voilà. On a pu penser à un temps qu'il y avait une fin de cycle chez les Aces. Et peut-être chez Becky Hammon. Moi, je lisais et entendais qu'elle allait peut-être se remettre en quête d'un banc NBA qui était un peu sa marotte pendant des années, ce à quoi elle n'a jamais pu finalement avoir accès. Elle était encore très, 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 très concernée par les Aces et tactiquement, elle a fait des merveilles. Tactiquement et mentalement, on pourra revenir dessus aussi, mais il faut rappeler quand même que là, les Aces sont championnes. Si on a été sceptique ou pas très confiant, c'est parce que avant leur énorme série de victoires, elles ont perdu un match de 53 points contre leur plus grand rival annoncé. Non, mais la première moitié de saison, Vegas est est playoffable, mais borderline, Limite, ouais. sont globalement à l'équilibre en termes de bilan. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans l'effectif. Et nous, effectivement, on parle de fin de cycle. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, on n'y est plus du tout. Mais je veux dire, il y a des fans des 6 qui l'étaient aussi, qui critiquaient ouvertement Becky pour des choix qu'elle faisait, qu'elle s'attachait trop à des joueuses, la surutilisation de Kaya Stokes. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu pas mal de fans des 6 dire ça aussi, qui suivaient. Et donc, non, je veux dire, le problème n'est pas d'avoir eu cette perception-là à un moment. C'est surtout que l'équipe a réussi à faire un volte-face comme je l'ai rarement vu dans le sport professionnel. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, le sport, c'est une continuité, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux avoir des moments, des rebonds, des choses qui vont mieux, qui vont moins bien, mais souvent, il y a quand même une certaine forme de continuité. Un clic, un switch à ce point-là, de cette manière-là, c'est quand même très rare. Ça prouve quand même deux choses. Ça prouve que Becky avait pas perdu son groupe malgré les difficultés. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Alors, il y a des ajustements qui ont été faits, qui pourtant sont des ajustements qui paraissent pas si énormes que ça, mais en fait, parfois, ça suffit pour remettre de telles joueuses en route et pour juste trouver la manière. Ça montre aussi que ce sont des joueuses qui sont des grandes compétitrices et qui savent comment gagner. Moi, je pense que c'est ça qu'on peut retenir de ces playoffs et de ces finales aussi, c'est que tu avais un groupe qui était sûr de ses forces et la force mentale, en tout cas, des Aces, de toutes ces joueuses-là qui sont des championnes consommées, en fait, ça, il faut le montrer. Mais je pense qu'il faudra faire un documentaire de cette saison. Je voudrais bien avoir des insides du vestiaire, parce que la volte-face entre, comme tu le dis, cette défaite de 50 points, cet électrochoc avec des mots très durs prononcés même par les joueuses en sortie de ce match-là, derrière, qu'il y a un électrochoc, que ça se remette bien, oui, mais tu as une série, derrière, elles sont invaincues, je pense, pas me tromper, elles sont invaincues jusqu'à la fin de la régulière. Comme elles gagnent en plus les matchs de playoff, je pense qu'il y a 17 ou 18 matchs d'affilée de victoires, playoff compris. Après, il y a les demi-finales contre Indiana qui sont quand même plus compliquées, mais parce qu'il y avait une match-up totalement différente avec Aliyah Boston et Natasha Howard, donc tu avais des armes face à A'ja Wilson. Et là, de toute évidence, du côté de Phoenix, tu ne les avais pas. En tout cas, tu ne les avais pas au niveau d'Alyssa Thomas. Mais on l'avait dit en preview, comme ça on peut peut-être rentrer un petit peu dans les matchs. On avait dit en preview que c'était en fait une match-up très bizarre parce que chacune des équipes n'avait pas vraiment les moyens de répondre à l'autre, de défendre sur l'autre. Répondre à l'autre par rapport à ses joueuses principales. Et c'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs, Alyssa Thomas, d'un point de vue individuel, elle a globalement bien rayonné aussi. Le problème, c'est que intrinsèquement, et ça on l'avait dit aussi, Alyssa Thomas n'est pas une joueuse aussi dominante que A'ja Wilson. Enfin, de toute façon, c'est un peu honnête. Il n'y a pas de joueuse qui intrinsèquement est aussi dominante que A'ja Wilson. Et donc, en fait, elle a rayonné, elle a pu tourner. Après, il fallait que les autres joueuses mettent leur shoot. Mais c'est surtout tactiquement et collectivement que l'équipe arrive à fonctionner. Et il y a des choses qui ont été assez bien faites. Entre autres,
il y a un moment où l'équipe de Vegas s'est mise. Dans le premier match, Vegas a fait une zone. Ça a beaucoup perturbé Phoenix qui a mis pratiquement 5 minutes à trouver la solution. Et donc en fait, ça casse leur élan parce que sinon Phoenix était vraiment bien parti dans le premier Ouais, match. elles perdent de 3 points, hein, faut Ouais, le c'est rappeler. ça, c'est ça. Et en fait, le run des A6 se font grâce à cette zone. Et après, par la suite, c'est d'autres solutions qui vont être trouvées. Vegas va beaucoup switcher, donc ça va perturber le pick and roll inversé de Phoenix, qui va trouver d'autres solutions. Mais voilà, il y a des réponses tactiques qui ont été trouvées du côté de Becky Hammon. Et à l'inverse, nous, on en a pas mal discuté en off. On a un peu regretté l'utilisation de Natasha Mack. Qui était, alors je dis pas que ça aurait tenu sur la longueur d'une série, tu vois, parce que Natasha Mack, l'idée c'est pas que Natasha Mack défend dans un contre un Eja Wilson. Ce qui s'est passé dans le premier match, qui marchait pas trop mal d'ailleurs, parce que Eja Wilson elle met 21 points, mais c'est presque son match le plus compliqué, le premier match. Ouais. Et en fait, en début de match, Natasha Mack elle défend beaucoup sur Nalissa Smith principalement, mais du coup quand Eja Wilson a la balle, elle vient doubler, et donc c'est elle qui vient un peu doubler et qui laisse Nalissa Smith. Et ça a permis de quand même pas mal gêner Eja Wilson. Parce que Eja Wilson, en un contre un, il n'y a pratiquement personne qui peut la défendre de toute façon. Donc tu dois trouver des réponses collectives. Et ça a marché. Mais en deuxième partie de match, et pour le reste de la série, on a beaucoup plus vu Dewana Bonner. Ouais. Dewana Bonner qui d'ailleurs offensivement fait ses matchs, c'est pas du tout pour, je le précise directement, c'est pas du tout pour taper sur la joueuse. Mais par contre, défensivement, ça n'a pas vraiment fonctionné, ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné sur la longueur. Ponctuellement, elle a pu défendre des bonnes actions sur Eja Wilson, mais pas sur la longueur. Et donc, il y a un moment, Eja Wilson, elle s'est installée dans la série. Et Natasha Mack, je ne sais pas pour quelle raison, petit à petit, a de moins en moins joué. Je pense qu'elle a plus joué dans le Game 2. Après le Game 2, ça n'a pas marché pour un tas d'autres raisons. Et les deux matchs à Phoenix, je pense que Natasha Mack, elle joue à chaque fois moins de 2 minutes. Dans le match de cette nuit, elle fait 2 fautes très rapidement. Elle sort du terrain et elle voit plus le terrain de toute la Ouais, et puis rencontre. après Tibet, ça a le plus utilisé Kalani Brown, même Ouais, pour essayer de défendre sur Eja Wilson. ouais. Ça s'est joué entre Dewana Bonner, Alyssa Thomas et Kalani Brown. Ça n'a Avec pas du été coup un. beaucoup de provocation de faute. Eja Eh Wilson, ouais. c'est une de ses armes principales. Elle a été beaucoup sur la ligne et a raison. Hein, je suis pas en train de dire que ses Ah non, fautes y non, bien étaient pas. sûr. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est une de ses forces principales. Et donc voilà, c'est là que je pense qu'il y a un petit truc tactique. En fait, je dis pas que ça aurait tout changé et que Phoenix aurait gagné la série avec Mhm. ça, mais en fait, ça n'a même pas été essayé, alors que statistiquement, sur les deux premiers matchs, les séquences où elle est là, surtout sur le premier, ça a marché en fait. Mhm. Donc, euh, donc voilà, c'est là qu'il y a un regret un peu tactique. Et alors après, derrière, tu trouves pas une solution au problème Eja Wilson et tout le reste découle, parce qu'un point sur lequel il faut insister aussi, on l'a dit, ça fait quand même, je pense, maintenant deux saisons surtout, où Eja Wilson, elle a énormément progressé aussi à la création. Alors, c'est pas une créatrice primaire, mais par contre, avant, elle avait tendance à recevoir la balle, être doublée et à forcer, en fait. C'était. Voilà. Maintenant, maintenant c'est plus du tout le cas. Non. Elle ressort la balle. Sur cette série ici, elle fait 5 passes au premier match, 3 au deuxième et Mhm. 4 sur les deux suivants. C'est sa meilleure. Et même globalement, c'est sa meilleure campagne de playoff à la passe. Je regardais ça tout à l'heure. Exactement, Voilà. exactement. C'est parmi les solutions qui ont dû être trouvées, entre autres face à Indiana, qui le sont faites aussi. Donc ça, c'est aussi toute l'intelligence et la progression d'Eja Wilson. Mhm. Et je trouve que moi, c'est presque ça qui m'intéresse dans l'évolution de la joueuse, clairement. Et donc voilà, donc il y a un moment, Phoenix a pas eu de solution. Je pense qu'il peut y avoir des regrets effectivement sur le Game 2 par rapport à l'utilisation de Natasha Mack. Sur le Game 3, qui se perd de très peu en fait. Ah bah sur Euh, un game winner, pas très loin du buzzer d'Aja Wilson. Après, dans la configuration du match, oui, les Aces avaient dominé, puis un tout à fait. run, elles effacent 17 points, je sais plus si c'est 14 ou 17 points de retard. Donc elles reviennent, Phoenix s'accroche, elles ont été valeureuses, c'est à mettre à leur actif. Et derrière, bah, t'as ce dont tu parlais, l'équipe qui sait gagner, qui a la culture de la gagne, une joueuse qui est implacable comme Eja et qui réussit à mettre le panier. Donc ça, Phoenix, c'est à la fois, tu sais, l'expression un peu cliché, si près, si loin, parce qu'elles prennent 4-0, donc tu peux pas dire ça s'est pas joué à grand chose. Mais il y a, sur des matchs, t'as l'impression qu'il y a des séquences, des moments, des choix qui font qu'elles auraient pu les embêter plus que ça. Alors que là, finalement, ça se termine sur un 4-0. Et le dernier match dont on peut parler aussi, qui a été contrôlé globalement par les Aces, Ouais. et pas que par la grâce d'Aja Wilson, qui a été phénoménal, mais Ouais, il y a un, tout s'imbrique, quoi. Tout s'imbrique, c'est-à-dire que quand Aja est comme ça, il y a- même si elle est maladroite, ouais, il y a un point dont on peut parler, c'est ouais, que comment? À 3-0, tu te dis déjà que la série, elle est pliée. elle est pliée. Mais en plus de ça, en fin de match, tu perds ça tous à Bali. Oui,
sur un contact. Du coup, elle est en protocole commotion, elle vient pas jouer le game 4. Il y a un moment, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais pas dire que le game 4, il est pas anecdotique du tout, mais dans le premier quart-temps, il y avait déjà 10-12 points d'écart, je Ouais, pense. ils ont commencé fort, ouais. Et voilà, après, il y a l'exclusion de Ned Tibet, Dans le troisième, un ouais. peu dans l'effet de jeu en fin de troisième quart. Ça crée un petit réveil de Phoenix, d'ailleurs, qui revient, qui recolle à une dizaine de points. Mais bon, voilà, Vegas finit le boulot. Et donc, on peut parler un peu des autres joueuses. Jewel Oui. Lloyd, qui a été globalement très propre, très clutch, donc qui a bien apporté sa pierre à l'édifice. Et dont il faut rappeler, on parlait tout à l'heure du moment clé de la saison, enfin, même si c'était un peu avant, je pense, un peu avant qu'il y ait ce revirement et la fameuse défaite, il faudrait que je regarde chronologiquement, le fait qu'elle se soit proposée pour sortir du banc, même si dans les faits elle a un temps de jeu très important, bah, dans la dynamique de l'équipe et dans le côté, bah ouais, je suis un peu une légende de WNBA avec mon palmarès et tout, mais je suis pas, j'arrive pas en comment dire, j'arrive avec humilité et j'accepte, je me propose même de sortir du banc pour que ça facilite un peu les choses. Rien que ça, et le fait qu'elle a été, je trouve, efficace et qu'elle a répondu présente là, sur ses finales et dans les playoffs, ça, c'est un facteur très important. Tu vois, t'as déjà Jackie Young qui est phénoménal, qui fait des matchs aussi super dans cette série. T'as l'expérience de Chelsea Gray qui est revenu en confiance. Et à ça, t'ajoutes Jewel Lloyd. C'est incroyablement précieux, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais toutes les joueuses, globalement, hein, toutes les joueuses ont été importantes, mais principalement le gros quatuor, je vais Mm. dire, parce qu'effectivement, on a retrouvé une Chelsea Gray qui, à défaut d'être vraiment tranchante comme elle pouvait l'être, par contre, elle a été globalement propre. Elle a été bonne à la passe, elle a été juste dans ses choix. Jewel Lloyd, on l'a dit, elle a été propre, elle a été efficace, ce qui n'était pas toujours son cas. Mm. Jackie Young, pareil à elle-même, je vais dire, un premier match un peu plus compliqué, mais parce qu'elle a pas mis dedans, en fait, Ouais. bêtement. Mais par contre, elle a continué à apporter un peu sa défense, sa création secondaire. Elle est globalement toujours là, assez stable. Elle assure aussi un plancher à cette équipe. Puis après, il y a eu les apports ponctuels. Il y a eu un très bon premier match de Dana Evans, par Et exemple. même le quatrième, hein, je trouvais. Enfin, en fait, Et le, sur son cas, c'est vraiment une joueuse qui me surprend parce qu'on la connaît depuis un bout de temps maintenant. On l'a suivie à la fac. Et elle avait ce côté un peu trou noir offensif à jouer toute seule à la fac. Et elle s'est inventée, elle s'est trouvée en role player en sixième joueuse comme ça en WNBA. C'était pas gagné. Et là, à Vegas, Ouais. elle est Sixième arrivée. joueuse, c'est un rôle qui lui va bien déjà, je Ouais. trouve, de Mm. base. Et en plus de ça, je pense que Becky Hammon, je trouve qu'elle a pas trop forcé au shoot, en tout cas pas tout le temps. Non. Un peu plus dans le premier match, mais ça rentrait, donc on va pas lui en vouloir, tu vois, de se sentir en Mm. confiance quand elle met ses tirs. Sinon, à la base, c'est quand même plus une slasheuse qu'une Ouais. shooteuse, quoi qu'elle pense d'elle-même. Mais par contre, avant la série, j'avais des fans, je pense, qui avaient signalé que Dana Evans, Phoenix, c'était une équipe qui lui réussissait bien. Je Ouais. me suis dit, ah tiens, j'avais jamais fait gaffe. Puis j'avais regardé, c'est vrai que sur la régulière, elle avait tendance à avoir des stats un peu plus élevées contre Phoenix que contre les autres équipes. Ouais. De toute évidence, c'est le cas. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de joueuses qui peuvent la défendre? Est-ce que c'est dû à la faiblesse du banc? Enfin, soit toujours est-il que ça s'est un peu vérifié sur ces finales. Bon, après, c'est pas elle qui donne la victoire, mais c'est toujours important d'avoir des relais intéressants derrière ton quatuor. Et là, je veux dire, il y a absolument rien à dire. Il y a une série qui a été maîtrisée. Nalissa Smith qui a pu apporter aussi en apportant un bon complément Ouais. parfois au rebond, entre autres à Aja Wilson, et qui permet parfois de lui retirer aussi un peu de l'attention des défenses. Mais non, de façon globale, très belle série. Alors ça commence à faire, si on commence à faire un peu les comptes, tu vois, ça fait le troisième titre pour Aja Wilson, Ouais. le troisième titre pour Jackie Young, ça fatalement. C'est le troisième titre pour Jewel Lloyd Ouais. aussi. À cheval sur les deux franchises, ouais. Mm. Ça fait le quatrième titre pour Chelsea Gray. Ah oui, bah oui, attends, avec les Sparks. Attends, quatrième titre. Elle a un avec les Sparks Ouais. et trois avec Et Vegas elle était maintenant. là des trois, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, quatre titres, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vite aller je te vérifie ça en Mhm. direct parce que je trouve ça intéressant. Parce que j'ai un petit fichier quelque part où je reprends tous les. Et Dana Evans, elle a été championne avec Chicago aussi. Elle a été championne avec Ouais. Chicago, donc c'est le deuxième titre de Dana Evans. Attends, je vais te retrouver ça. Parce que j'ai déjà un Sur, petit listing sur, des sur que- championnes. sur quelle joueuse, ouais, tu étais. Ouais, et donc les joueuses en 4 titres, en gros, je te fais le listing, hein, c'est en gros les Comets sous les Lynx. Ouais. Donc Maï. Janet Arcane, Simone Augustus,
Il y a Sue Bird aussi avec le Storm. Mhm. Cynthia Cooper, Tammy Jackson, Maya Moore, Cheryl Swoops, Tina Thompson, Lindsay Whalen, et donc maintenant Chelsea Gray. Ah ouais, et puis il y a que, on est d'accord, Et puis il y a il y a que Rebecca et il y a Bronson toute seule c'est ça. avec Et 5 titres. au-dessus, il y a Rebecca Bronson qui a 5 titres. Ouais. Mais 4 titres, tu commences à rentrer dans un très beau club, surtout en l'ayant fait avec 2 franchises, alors que en fait, toutes les autres joueuses sont des joueuses qui en fait l'ont fait au sein d'une dynastie. En fait. Mm. Toutes les joueuses qui en ont 4, c'est des joueuses qui ont soit les 4 titres des Comets, soit les 4 titres des Lynx, soit les 4 titres du Storm pour Sue Bird. C'est d'ailleurs impressionnant pour Sue Bird parce que c'est sur 20 ans. Quoi. Bon, voilà. Ouais, non, ça te fait un effectif de joueuses qui ont beaucoup gagné, pas toujours au même endroit. Quand il y a cette culture qui s'est installée, de toute façon, puis Becky Hammon, elle avait. Alors, en tant que joueuse, elle n'avait pas la culture du titre. En tant qu'assistante coach, elle a quand même aussi développé ça. Mais c'est une dynastie qui est, j'y pensais, mais qui est théoriquement pas terminée. On n'est pas vraiment au bout du bout, parce que. Enfin, en tout cas, sur la compétitivité théorique. Parce que A'ja Wilson a 29 ans, elle n'a pas encore 30, hein, elle va les avoir, je crois. Bon, Chelsea Gray doit être à 33. Ouais, Chelsea Gray commence à être un peu Hmm. plus âgé. Jules Lloyd doit être pas si loin que ça, Ouais. 32 peut-être, Jules Ouais, Lloyd, mais je donc, sais. enfin, en tout cas, elles sont Ça pas au va bout du bout. encore. Et t'as la joueuse Non. majeure et ultra dominante qui est encore dans la force de l'âge et qui, tu l'as Pour dit, moi, arrive à progresser encore. le duo socle de cette équipe, je trouve, dans la continuité depuis le début de cette dynastie, c'est A'ja Wilson et Jackie Young, je trouve, dont on parle pas Ouais, assez, ouais, et qui toutes Jackie. les deux, en gros, ont à peu près le même âge. Enfin, A'ja Wilson arrive en 2018, Jackie Young en 2019. Et donc, voilà, tu vois, même. Enfin, on va voir ce qui va se passer à la free agency, mais effectivement, la dynamique est complètement relancée par rapport à un milieu de saison où on se disait est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce que, Moi, je enfin pense, voilà. honnêtement, je vais aller jusqu'à dire que je pensais que c'était terminé sous cette version-là. Il y avait eu le choix de faire le trade, de laisser partir Kelsey Plum dans le trade et de faire venir Drew Lloyd. C'était spectaculaire sur le papier, mais avec ce qu'elles faisaient en cours de saison, je me suis dit, bon, ça va peut-être être la fin. Les rumeurs que j'avais entendues sur Becky et tout, je me suis dit, ça va être compliqué. De toute façon, elles ont A'ja, donc elles seront pas, elles vont pas repartir totalement de zéro, mais peut-être qu'autour, ça va reconstruire. Au final, bon, voilà, je me suis bien trompé, elles ont réussi. Alors, on peut toujours dire qu'il y a des circonstances, un moment, d'autres équipes que beaucoup de gens auraient aimé voir Minnesota en finale, avec bon, Nafisa qui s'est blessé. Est-ce que les Lynx auraient probablement proposé peut-être un challenge un peu supérieur quand on se souvient des finales de contre New York l'année dernière? Mais Vegas c'est à la fois un peu réinventé, ne serait-ce que mentalement, en retrouvant les standards qu'on fait que ça a été une équipe qui a gagné 2 fois de suite. Et en même temps, elles ont su profiter des situations avec, je leur dis, A'ja Wilson, qui est. Là, on parlait un peu de la place des dynasties, mais sa place elle-même individuelle, elle est en train de grimper les échelons à une vitesse Je incroyable, hein. voyais que 3 titres de MVP et 3 titres en un espace de 4 ans. Je ne sais pas si tu sais qui d'autre a fait ça Alors en attends, trois, WNBA et trois, NBA. trois titres de. Attends, trois, 3 trois titres? titres, Ouais. 3 titres et en même temps sur le même span de 4 ans avoir 3 MVP. Jordan, non? Non, Non. Attends, 3 titres, 3 MVP. Non, c'est pas LeBron. ça remonte très très loin. Ah, d'accord. Très très loin du genre Bill Russell ou. Ouais, il y a Ouais. que elle, il y a que elle et Bill Russell Ok, encore. d'accord. Alors après, parce que sur son année, quand tu regardes tout ce qu'elle a raflé, c'est monstrueux. Après, moi, je préfère surtout me rappeler, parce qu'on a déjà parlé plein de fois, on va pas tourner, changer notre veste par rapport à certains titres de MVP, surtout les plus Mhm, anciens. Les derniers, j'ai rien à dire. D'ailleurs, moi, c'était mon vote cette année. mhm. Euh, mais ces titres de Deepoy, je les trouve forcés aussi. Maintenant, on discutera de la défense, de ce qui fait une bonne défense, de Oui. stats avancées, de plein de choses une autre fois. Peu importe, c'est pas du tout pour faire le pisse froid. Moi, ce que je préfère surtout retenir, c'est par contre à quel point, quand les matchs comptent, Ah, elle est incroyable. elle gagne. Parce que c'est un truc, je sais pas si les gens se souviennent peut-être pas, mais dans son début de carrière, et c'est pas du tout pour la critiquer, c'est normal quand elle était plus jeune, mais genre sur les playoffs 2019, et un peu 2020 aussi d'ailleurs, il y avait un côté où dans les gros matchs, elle Mm. avait tendance à un petit peu faiblir parfois. Et là, après, elle était encore très jeune, Et tu puis il y vois, elle avait était une sortie dynamique de la un peu pas simple à trouver avec Liz Cambage et tout, avec tu vois, Cambage c'était. aussi, tout à fait. C'était pas évident. Mais je veux dire, on se disait, tu sais, il y a des joueuses comme ça, tu te dis, en fait, Mm. ok, en régulière, t'es forte, mais qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, elle a presque inversé le truc à un moment. Après, Ouais. c'est normal, t'évolues, tu progresses. Mais là, A'ja Wilson, dans son prime, quand les matchs comptent, elle sait comment gagner, Il quoi. y a, Ça, il y il a y a, un, il y a un y a côté absolument rien à dire sur ça. implacable, c'est-à-dire que Ouais. avant,
enfin, sur cette période-là, tu vois, si elle était maladroite, elle n'arrivait pas à obtenir autant de fautes, à provoquer, pas à obtenir. Hein, justement, c'est bien pour dire les fautes ne sont pas volées, attention. Hein. Là, si tu vois l'exemple typique du Game 4, elle shoot à 7 sur 21, donc Phoenix fait plutôt un travail très correct défensivement et elle était peut-être pas dans un excellent soir en termes d'adresse, mais derrière, tu vois, elle a l'intelligence et la réflexion de se dire, bah, je vais forcer, je vais provoquer, je vais les défier, ça va faire des fautes puis son adresse sur la ligne, 17 sur 19, hein, tu vois, c'est implacable, elle est impossible à défendre littéralement. Et si en plus autour tu as des joueuses compétentes qui fonctionnent bien, ça devient très difficile. Et là, C'est tu regardes la... son dossier, là, le dossier d'Aja Wilson, il commence à être incroyable. Tu parlais là, cette saison, elle a fait un truc unique, donc elle est. à tout gagner. Voilà, tout gagné. MVP saison régulière, MVP finale, Deep championne, deep boy, enfin voilà, c'est la totale. Et sur le global, 3 fois championne, 2 fois MVP des finales, 4 fois MVP de la régulière. Et puis sur le reste, des trucs que nous on aime bien aussi, parce que c'est un peu le côté photographie d'une saison et d'une carrière, elle est 5 fois dans le meilleur 5 de la saison, 4 fois dans le meilleur 5 défensif, elle est aussi 2 fois meilleure scoreuse, 5 fois avec la meilleure moyenne de contre. Je parle même pas. Avant la WNBA, elle a été championne avec South Carolina. Avec Team USA, elle gagne 2 fois les JO, 2 fois les mondiaux. À chaque fois, elle a été au moins une fois MVP. C'est le dossier à 29 ans. Moi, je m'en suis jamais caché. Hein. C'est-à-dire que c'est une joueuse que j'ai toujours trouvée impressionnante et tout, mais c'était pas forcément la joueuse que je préférais voir jouer déjà. Et j'étais pas sûr qu'elle pouvait atteindre ce qu'elle a atteint là. Mais là, je veux dire, la progression mentale, physique, technique, la façon dont elle a aussi embrassé le fait d'être le visage un peu de la WNBA, l'un des visages marquants de la WNBA, Tout à fait. c'est médiatiquement, elle est présente, elle répond, enfin, elle est, waouh, c'est clairement là maintenant, dans la discussion des GOAT de ce sport, c'est A'ja Wilson est dedans. J'ai peut-être mis un peu de temps à me pas à me convaincre, mais à être convaincu qu'elle pouvait être classée dans la catégorie de ces joueuses-là, des grandes dont on parle tout le temps, les Lauren Jackson et compagnie. Là, bon, ça veut dire, là, c'est indéniable, elle est totalement dedans, quoi. Ouais, tout dépend ce qu'on regarde. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours tendance, mais ça c'est dans tous les sports aussi, il y a toujours un côté nostalgique qui fait que je pense qu'on rend Bien toujours sûr, un peu plus brillant les anciens par rapport à ce qu'on voit en bien direct, sûr. où on voit tout. Ça, tu vois, dans le débat de Jordan LeBron, il y a de ça aussi. Il y a aussi un autre aspect aussi, c'est la perception qu'on a de, tu vois, par exemple, je pense que nous, au sein de Swish Swish, euh, on a une perception où on aime bien les joueuses peut-être plus créatrices, tu vois, Mmh. alors que Eja reste fondamentalement une finisseuse implacable et enfin c'est sa force première Mmh. et c'est pas du tout la critiquer de dire ça. Je pense que c'est très important de savoir quelle est ta force première, mais d'un autre côté, ce qui avant était un défaut du fait de ne pas être une créatrice du tout, elle a fini par le gommer pour devenir très correcte de ce point de vue-là, ce qui fait que maintenant, elle a quand même très peu de défauts, quoi. Vraiment, vraiment très peu de défauts, parce que oui, ça devient très compliqué. Et effectivement, sa place, alors savoir est-ce qu'elle est la GOAT ou pas, de toute façon, c'est un débat qui n'est pas vraiment intéressant. Par contre, se dire qu'elle est en train de monter dans les, tu sais, dans les étages de la pyramide, si on devait refaire Ouais, la une pyramide. pyramide à la Bill Simmons, Ouais. je pense qu'elle commence à. En tout cas, il faut commencer à réfléchir Bah, ça y à la est. mettre dans des étages assez élevés. En tout cas, ne fût-ce qu'au niveau du palmarès individuel et collectif. Et c'est pas fini. C'est surtout ça. C'est que, et moi, j'ai juste envie de revoir enfin, de voir la saison prochaine, de voir ce que vont faire les Six, de voir ce que va donner la Free Agency, de Mmh. voir est-ce que les Lynx, qui pour moi était, je pense, l'équipe. Moi, je m'attendais à avoir une finale Ouais. Lynx Vegas, c'est ça que je voulais voir. J'attends de voir, et pas parce que je suis fan des Lynx, hein, les gens qui me connaissent Non, de mais. près savent même plutôt que c'est une équipe dont je suis plutôt indifférent de base, en fait. Hein, Ouais. donc qu'on me fasse pas du tout Non, dire mais ce que avec, je avec la saison C'est juste régulière que qu'elles font, avec Nafissa qui est à la c'était lutte pour pour le moi les deux, MVP, ouais, voilà, c'est normal. c'est ça. C'était pour moi les deux équipes qui avaient le. Enfin, ça aurait été un duel, je pense, plus intéressant que ces finales-ci qui, bon, d'un côté, ça finit sur un 4-0 pour le spectateur neutre, que je pense, on est, toi et moi, toi peut-être un peu moins, parce que tu aimes beaucoup Alyssa Thomas aussi, Absolument. mais, mais voilà, mais on aurait préféré autre chose qu'un 4-0, mais c'est la force d'un Ouais, champion surtout, aussi. surtout la première année, en fait, c'est ça. Quand tout au début, tu disais, bon, bah, c'est dommage parce que c'est déjà la fin de la saison, machin. Moi, c'était parce que pour une fois, on avait des finales en 7. On avait une équipe de Phoenix. Alors, oui, t'as raison, moi, j'ai un biais, j'ai envie.
dans mes rêves de fan d'observateur de WNBA, c'est qu'Alyssa Thomas finisse pas sans bague, ce qui est pas grave, elle laissera une empreinte incroyable, mais je voulais surtout une série accrochée, et Phoenix avait montré dans les playoffs, enfin, avait créé des surprises, je veux dire New York, Minnesota, même avec les circonstances favorables, les blessures et tout ça, que c'était une équipe de dur à cuire, et je pensais et espérais qu'au moins ce serait une série serrée. Et les Aces leur ont pas trop laissé le choix. Le fait que ça tous blesse pour ce match-là, c'était compliqué. Et puis voilà, tout simplement, moi, le petit biais que je pouvais avoir, je veux dire, là, il est rayé. Je suis pas du tout. Non, Je suis très content pour les Aces. Elles méritent tout ce qui leur est arrivé. Elles ont joué de manière incroyable et dominante avec des joueuses. Moi, tu vois, évidemment, donc j'adore Alyssa Thomas, mais les joueuses dont on parle peu, tu parlais de Jackie Young, moi, son évolution, c'est quelque chose qui me fascine depuis des années. Qu'elle est passée de first pick un peu inattendue, joueuse talentueuse, mais qui se fondait un peu dans la masse, qui sortait pas du lot, qui est en plus quelqu'un de discret en dehors, et qui est devenue une machine à 3 points, une joueuse couteau suisse, peut-être la joueuse la plus complète quasiment qui est là, dans la ligue, sur tout ce qu'elle est capable de faire, qui a pas de l'ego de joueuses qui veulent être individuellement mises en avant. Je trouve ça fascinant, tu vois. Donc je suis ravi pour elle. Je suis ravi de l'évolution d'Aja Wilson au fil des ans aussi. Ce côté, ah ouais, comme si elle me parlait à moi, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais ah bon, vous pensez que je suis pas vraiment dans cette catégorie avec les Lauren Jackson et autres. Regardez ce que je vais faire collectivement, individuellement. C'est fascinant. Donc moi, ça me réjouit. Juste, j'aurais aimé éviter un sweep et qu'en tant qu'observateur, on puisse voir d'autres rencontres un peu serrées comme la première ou comme la troisième où le Mercury revient et se fait doucher sur un game winner. Ça, j'aurais aimé, mais écoute, elles ont gagné 4-0, c'est entièrement mérité, il y a pas de problème. Mais moi aussi, j'étais comme toi, je voulais, sans être un fan des Lynx non plus, j'adore Nafisa Collier quand même, vraiment, je trouve elle est extraordinaire. J'aurais aimé l'opposition tactique entre les coachs, l'opposition des deux aspirantes MVP de la saison, Nafisa et Aja. Il y avait plein de choses qu'on aurait aimé voir et qui malheureusement n'ont pas été possibles. Et j'espère qu'on le verra encore peut-être l'année prochaine, c'est possible. Tu vois, les Lynx vont revenir, les Aces vont regagner de la confiance et de l'assurance avec ce titre-là. Ça va être fascinant. C'est plus pour Phoenix que je me pose des questions maintenant parce que elles n'étaient pas attendues là. Il restait que deux joueuses de l'année passée. Elles prennent un peu de l'âge, parce qu'on parlait de Wanna Bonner sur les raisons qui font qu'elle a eu peut-être aussi un peu du mal à défendre, alors que ces dernières années, 38 ans. elle a 38 ans, c'est une joueuse de 87, donc c'est pas si simple. Alyssa Thomas, la charge, le kilométrage, les blessures, tout ça, ça commence à. D'ailleurs, elle s'est un peu blessée hein, dans le quatrième aussi. Ouais, elle s'est fait mal à Elle mon s'est fait à mal, l'épaule. ça s'est vu, les épaules, c'est récurrent chez elle, on le sait. Hein. Même si elle serre des dents et que c'est une machine, c'est compliqué. Donc je me pose plus de questions sur Phoenix. Est-ce qu'elles vont réussir à y revenir là, je crois que c'est Gis qui disait il y a une petite fenêtre qui s'est rouverte pour Alyssa Thomas et du coup Ouais. qui s'est ouverte pour Phoenix alors qu'on pensait à une année de transition après la retraite de Diana. Ça va être compliqué. Il y a du beau monde encore. Satou, elle a fait une belle saison. Kalea Copper aussi, une autre joueuse tiens, qui m'a un peu convaincu au fil des ans, alors que je la trouvais forte, mais peut-être pas dans la catégorie des très très grandes joueuses de la ligue. Voilà, il y a plein de choses passionnantes et la saison a été passionnante. Les playoffs ont été, je veux dire, les surprises. Voir Indiana aller aussi loin sans Caitlyn, voir Phoenix battre des équipes auxquelles on s'attendait pas à ce stade de la saison. Il y a plein de trucs géniaux qui se sont passés, mais cette petite frustration du 4-0 et de la domination des Aces, de la domination tactique de Becky qui est fantastique. Bah, voilà, bravo à Las Vegas. Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, la free agency va être intéressante parce que, ben, on le rappelle déjà, la première chose, c'est que c'est une free agency très particulière parce qu'avec le fait qu'un nouveau CBA enfin, on va en parler juste après, prochainement arriver, il y a absolument toutes les joueuses qui ne sont pas sous contrat rookie. En Ouais. gros, toutes les joueuses vétérans sont free agent, mais toutes de partout. Donc ça veut dire que il y a une possibilité que les équipes re-signent leurs joueuses actuelles et qu'elles ressemblent toujours plus ou moins à la même chose l'année prochaine. Ouais. Il y a aussi une possibilité qu'il y a un moment un jeu de domino qui s'enclenche et que tout le monde part dans tous les sens. Mais avant ça, il va falloir régler ce petit problème de cibier. Tout petit Euh, problème. et bon, voilà, c'est juste pour clôturer gentiment ce brunch un peu décalé. Parce qu'on a eu quelques infos qui sont sorties par rapport à la proposition qui aurait été faite aux joueuses en fait. Donc je vais aller rechercher ça pour avoir les bons chiffres. Attends, c'était où?
Parce qu'on savait qu'il y a une proposition, donc Mm. la principale pierre d'achoppement actuellement, c'est que la proposition qui est faite, elle est toujours sur un montant de salaire forfaitaire Mm. et pas sur un pourcentage des revenus. Ouais. Donc ça, c'est le principal problème. Parce qu'en fait, le souci, c'est que la Ligue, elle est en pleine expansion et explosion en termes de revenus. Fatalement, si les revenus explosent et que le montant il est forfaitaire, ben, petit à petit, les joueuses gagnent de moins en moins proportionnellement. Et donc, en fait, elles se font un peu avoir parce que tout le monde profite de l'explosion de la Ligue, Sauf sauf elle. elle, en gros. Et donc, en fait, la proposition qu'on n'avait pas, hein, nous, on imaginait que la proposition, elle devait être aux alentours de ce que Shineogu Mike avait envisagé dans la lettre qu'elle avait fait il y a déjà presque 2 ans, je pense, c'est-à-dire un max au-dessus du million. Et en fait, on a la proposition qui est que le super max est aux alentours de 850 000 $ et le minimum aux alentours de 300 000. Ce qui en soi peut paraître une. Enfin, on triple les salaires actuels en gros, hein. Sauf que c'est toujours pas une proportionnelle. Qu'en fait, par rapport aux revenus qui leak à peu près de ce que rapporterait la Ligue, parce que le principal problème c'est qu'il n'y a pas de transparence, ces revenus-là du coup seraient à l'heure actuelle aux alentours de environ 35%, 40% des revenus, donc en soi une répartition plus importante que la précédente, sauf qu'en fait par rapport aux simulations qui sont faites des revenus de la Ligue qui devra atteindre le milliard très rapidement, genre peut-être même déjà cette année en fait, et ben en fait les filles repasseraient très vite en dessous des 10%, c'est-à-dire exactement ce qu'elles ont aujourd'hui. Alors ça resterait 10% du nouveau montant, mais ce qu'elles veulent, je pense, au-delà du montant, c'est vraiment que ce soit corrélé et que si la Ligue gagne plus, elle gagne plus en fait. Et le principal point, si on gratte un petit peu, c'est que pour faire ça, il faut que la Ligue soit transparente sur ses revenus, et à l'heure actuelle, Ce elle ne qui l'est n'est pas pas. le cas. Ce qui n'est pas le Et en cas. fait, je Et puis pense que le dans les principal calculs, problème, c'est ça. ouais, dans les calculs qui sont faits, on en parlait entre nous avant, il y a les droits télé n'ont pas encore été pris en compte, on est d'accord. Enfin, l'augmentation des Ah droits oui, oui, télé. la Ligue, elle pourrait atteindre déjà le milliard sans le nouveau deal de droit télé. Donc, enfin, je veux dire, les perspectives à court terme, elles sont très bonnes. Il y a un moment, je vois encore une fois de temps en temps quelqu'un qui dit que la Ligue perd de l'argent. Faut arrêter ça. Ça fait bien 4-5 ans que la Ligue ne perd plus vraiment de l'argent. Quand elle est en léger déficit en fin d'année, la plupart du temps, c'est parce que des investissements ont été faits. Donc, c'est ponctuel. Encore une fois, on va pas faire un cours d'économie, mais il faut voir quand tu es en négatif à la fin de ton année, c'est pas toujours que tu perds de l'argent en tant que tel en fait. Ouais, c'est qu'il y a eu des investissements et là, et les investissements ils continuent, la valeur des franchises continue d'augmenter. Tout à l'heure, tu parlais de Mark Davis. Tu sais combien il a acheté la franchise? Non, 2 millions de dollars. 2 millions. 2 millions de dollars. Je ne serais pas étonné que si les Valkyries ont été valorisées autour du milliard, Oui. le Vegas doit être largement valorisé à ça. Alors Quoi. pour l'instant non. Alors pour l'instant c'est en dessous de ça, mais c'est quand même on est dans les centaines de millions de dollars, ce qui fait déjà pour lui un bénéfice totalement dingue. Et là avec le titre, avec l'expansion, la valorisation du produit WNBA, le fait que ce soit à Las Vegas, que c'est un marché où il y aura peut-être aussi une franchise NBA à terme, enfin qui a un gros marché. Tu vois, il y a des franchises comme ça qui continuent d'augmenter, dont la valeur continue d'augmenter. Il y en a sur lesquelles des investissements ont été faits. Là, pour les Aces, il y a un nouveau centre d'entraînement, 40 millions de dollars. Enfin, d'autres qui essayent soit via un déménagement, soit via des investissements avec les proprios actuels, aussi de faire grimper la valeur. Enfin, tout est censé grimper. Donc, les joueuses là, dans les discussions actuelles, elles veulent juste ne pas être qu'on leur dise pas comme on fait à chaque fois, et c'est pas qu'au sport, c'est souvent pour les femmes en général dans le milieu du travail, hein. C'est un peu, elles devraient déjà être contentes qu'on les augmente, tu vois, c'est un peu ça, on vous donne ça, vous allez pas non plus, tu vois, alors qu'en fait, c'est dans un souci d'équité, tu veux être bénéficiaire, profiter autant des améliorations et du côté florissant de la ligue que les autres. Pas juste qu'on dise, allez, t'as bien travaillé, on va te donner ça, mais n'en demande pas trop, tu vois. Et ça, je pense que du point de vue des joueuses, c'est comme ça que c'est perçu. C'est-à-dire qu'elles veulent pas qu'on. Tu vois, le précédent CBA, il y avait eu des améliorations qui, aujourd'hui, semblent un peu antidatées, ça paraît un peu ridicule, mais par rapport à avant, il y avait des beaux progrès. Mais non, mais c'était. il était très bien. Le Voilà. CBA, il ne faut pas dire que le CBA actuel est mauvais, mais il correspond plus à la réalité Exactement, de la Ligue voilà. en 2025 et pas du tout pour la suite. Donc voilà. Et parce qu'on le rappelle encore une fois, le succès de la Ligue, il tient quand même beaucoup à ses joueuses, Oui. évidemment. Parce que ça reste une ligue de stars, comme la NBA, comme toutes ces grandes ligues-là. On n'est plus dans la WNBA où, en gros, on vient juste supporter des équipes. C'est des stars qu'on vient. Et A'ja Wilson, on a un exemple parfait, en fait. Tu l'as dit, parce que quand on en a un peu parlé dans un live avec Gis,
Mais le fait que, allez, tu vois, on parle beaucoup de la nouvelle génération de joueuses. Mhm. Par exemple, les ratings de TV, l'audience a continué à augmenter, exploser cette saison, alors qu'on a quand même eu une saison pendant laquelle Caitlin Clark a été absente une grande partie. Mhm. Donc c'est bien la preuve aussi que c'est pas un phénomène qui ne localisait que autour d'elle, même si elle en est un moteur principal. Mais il y a aussi les autres joueuses, il y a aussi Paige Becker, voilà. Et c'est ce que je disais avant ça. Moi, il y a des joueuses que je mets en avant, qui sont des joueuses qui avaient déjà ce profil d'être des visages reconnus et des filles qui ont une plateforme en dehors de la ligue. Ouais, qui Et drainent en des plus de gens, ça, ouais, bien sûr. ouais, c'est ça. Et tu vois, je mets Sabriana Ionescu et Ja Wilson Ouais. vraiment un peu comme première lame de ce truc-là, qui maintenant est complètement explosé derrière par Caitlin Clark, Paige Beckers et Angel Reese, qui est d'ailleurs la première Athlète professionnel à faire un défilé pour Victoria's Secret. Victoria's Secret. Donc première athlète professionnelle, on parle pas juste de... Enfin voilà, d'habitude c'est des mannequins qui font ça. Et donc c'est bien la preuve que, on le répète souvent, hein, mais ces filles-là, ce sont des stars en dehors du basket en fait. Juste tout court. Et donc fatalement, c'est elle qui amène de la popularité à la ligue. Pas l'inverse, contrairement à ce que a pu dire Katie Engelbert, même si la Ligue fait aussi ce qu'il faut pour essayer d'augmenter l'échelle de tout ça, le cadre de tout ça. On espère quand même qu'il y a un accord qui va être trouvé, que tout le monde se dira, et puis surtout que tout le monde sera à peu près satisfait à la fin. Parce que c'est ça ce serait vraiment dommage qu'au moment où la Ligue vraiment décolle et que l'engagement, tu vois, que ce soit à l'échelle international, enfin juste France-Belgique, tu vois le nombre de gens qui s'y intéressent, les États-Unis, c'est plus qu'un frémissement. Ce serait juste dommage que ce soit bloqué trop longtemps et que tu vois le momentum. Je pense pas que ça baissera, mais ce serait j'aimerais vraiment que ça continue. C'est pour ça que j'ai pas de crainte sur le fait qu'un accord aboutisse, parce qu'en fait c'est plus facile de faire aboutir quelque chose quand les perspectives sont positives. Ouais. Par contre, il va y avoir des tensions, des frustrations, des crispations sur à quel point chacun se partage le gâteau. Ce qu'on peut acter, c'est que le CBA ne sera pas signé pour le 31 octobre. Non, oui, c'est sûr. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va marquer une fracture complète, ou est-ce qu'il y a une prolongation qui va être signée, comme ça avait été le cas déjà en 2019, hein, d'ailleurs. Le CBA n'avait pas été signé à la date, il y avait une prolongation qui avait été faite, et finalement le CBA avait été signé en janvier 2020, pour être précis. Donc, est-ce que c'est la même chose qui va se passer? Est-ce que ça va aboutir sur un lockout? Au début, on se disait que non, mais en fait, en avançant, moi je pense que ils ont toujours intérêt à ce que ça aboutisse avant. Je pense qu'un événement qu'il va falloir regarder de très près, c'est Unrivaled. Ouais. Parce que donc c'est en mois de janvier, hein, ça si je me trompe pas, janvier ou février, je sais plus exactement, c'est dans ces eaux-là. Parce que là, en gros, toutes les stars de la ligue vont être rassemblées au même endroit, et ça, pour faire unité dans le cadre de négociations, c'est hyper important pour le transfert d'informations, pour le fait de discuter entre soi. Donc je ne serais pas étonné que dans ces eaux-là, ça aboutisse. Mais en tout cas, voilà un peu les enjeux actuellement, et ce qui va nous tenir en haleine maintenant, vu que sur le terrain, il ne se passera plus rien avant le mois de mai prochain, si tout va bien. Ouais, puis il y aura, comme d'habitude, Free Agency, puis la reprise, là, il y a la reprise du basket universitaire, tout ça, évidemment, on essaiera de vous en discuter. Une expansion, normalement, qui est censée trouver sa place dans tout ce bordel. C'est vrai, la draft d'expansion, c'est vrai. Ça va être intéressant avec deux d'un coup, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, on vous en parlera d'ici là. Flo, on va se laisser là pour ce brunch. De toute façon, il y aura très certainement un live dans la semaine pour revenir dessus. On va essayer de faire un live bilan. C'est pas encore quel jour, mais pour essayer de revenir un peu sur ces finales, et puis peut-être un peu des perspectives de certaines équipes. Hein. Tu vois, par exemple, on a parlé d'Indiana. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire à Indiana. Est-ce que ça ouvre comme porte? Ce que ces playoffs impliquent pour Phoenix? Ce que ces playoffs impliquent pour Minnesota, pour New York? Ouais. Je pense qu'à mon avis, ça peut être les dossiers intéressants à discuter. En sachant que le fameux rassemblement pour Non-Rivaled, au niveau des discussions pour jouer avec un tel, ça peut être aussi intéressant. J'y pensais. Voilà pour ce brunch. Merci Flo. Passez tous un très bon week-end et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.